Grandet, révolutionnaire et contre-révolutionnaire en Europe dans les années 20. La division du mouvement socialiste en deux branches est un événement fondamental. Les partis sociaux-démocrates adhérant à la Deuxième Internationale La révolution bolchevique compose un tournant essentiel dans l'histoire du mouvement socialiste. Les partis sociaux-démocrates adhérant à la Deuxième Internationale s'intègrent à la vie politique et connaissent un phénomène de recentrage politique en refusant la révolution. En France, leur alliance avec les radicaux leur assure respectabilité et crédit auprès d'une population soucieuse de justice sociale, mais aussi de paix. Les socialistes deviennent un parti de gouvernement presque comme les autres. Par contre, les communistes adhèrent à la Troisième Internationale, s'alignent sur les positions de Moscou. Ils apparaissent comme un corps étranger qui, en prônant la révolution et la lutte de classe, sans compromis, représente un danger pour l'ordre politique et social. La division en France se fait lors du congrès de Tours, qui a lieu à la salle du Manège, qui était située au 35 rue Bretonneau. Cette salle a été détruite lors de l'incendie de Tours, lors de l'invasion allemande de juin 1940. C'est encore aujourd'hui le lieu. Alors aujourd'hui, ce lieu a été reconstruit avec des maisons, et c'est là que siège encore le Parti communiste de Touraine. En Hongrie, Béla Kun prend le pouvoir en 1919, il crée une république des conseils de Hongrie. Le gouvernement révolutionnaire décide rapidement de la nationalisation de nombreuses entreprises, des banques, des assurances, du commerce de gros, des immeubles locatifs. Les terres des grands propriétaires sont confisquées, les femmes et les enfants bénéficient de décrets sociaux. La presse, la culture et les professions. L'armée et la police sont dissoutes au profit d'organisations de volontaires bolcheviques qui doivent contrôler la population et assurer l'ordre. Les autres partis sont interdits, de même que la franc-maçonnerie. Les violences se multiplient contre les accapareurs et exploiteurs du peuple. Une mission militaire française appuie alors les contre-révolutionnaires hongrois qui chassent Béla Kun après 6 mois de dictature. Le général Horthy mène alors une terreur blanche contre les communistes du pays, mais aussi comme ceux étant supposés communistes, et on assiste donc à une vague antisémite qui frappe les communautés juives hongroises, mais aussi roumaines. Les communautés juives qui frappent les communautés juives, habituel bouc émissaire dans l'ensemble de l'Europe orientale. Les cas allemands et italiens sont à analyser plus particulièrement. Dans ces deux États, des groupes paramilitaires, les Freikorps et les Squadri ou Arditi, constitués d'anciens soldats, refusent les conditions de paix imposées à leur pays. En Italie, les grèves insurrectionnelles éclatent dans les villes italiennes, Milan, Turin, Rome, Gênes, mais aussi dans les espaces ruraux du centre du pays. Les occupations des usines et des terres se font au son de l'international. Les drapeaux rouges flottent partout. Les occupations des usines et des terres face à ces désordres sociaux et à la menace politique bolchevique, l'État semble impuissant comme il l'a été à défendre les intérêts du pays lors des traités de paix. Le patronat fait alors appel à des groupes paramilitaires qui se sont illustrés lors de la prise de Fiume, une ville frontalière que ces groupes avaient soustrait à l'autorité yougoslave. Les Fasci et autres Arditi sèment alors la terreur dans les rangs des communistes et des socialistes. Assassinats, destruction de locaux et de biens se multiplient. Le pays connaît une véritable guerre civile. C'est dans ce contexte de frustration en termes d'une politique internationale et de grands désastres économiques et sociaux, c'est dans ce contexte de frustration en termes de politique internationale, de crise politique et sociale sur le front intérieur, que Benito Mussolini fait muter son organisation paramilitaire en parti politique. En novembre 1901, naît le PNF, le Parti national fasciste, qui combine préoccupation sociale et volonté expansionniste en Europe. On assiste donc là à une combinaison entre les thèses d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est la naissance du fascisme. En Allemagne, le comportement du gouvernement vis-à-vis de ces Freikorps reste assez ambigu jusqu'en 1921. Ainsi, la tentative de coup d'État des spartakistes, menée par
Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, est-elle écrasée par des actions violentes de ces groupes qui sèment la terreur dans les quartiers populaires des grandes villes. Berlin est transformé en un véritable champ de bataille entre milices spartakistes et milices des Freikorps, et milices paramilitaires, les Freikorps qui se mettent au pouvoir des sociodémocrates afin d'éliminer une menace plus grande encore à leurs yeux. Une fois la guerre intérieure anéantie, ils vont combattre. Une fois la menace intérieure anéantie, ces Freikorps vont combattre en Prusse orientale pour défendre la frontière menacée par les Polonais. Défense que ne peut organiser un État dont l'armée a été réduite à 100 000 hommes. On voit donc là un discours ambigu se mettre en place entre un État social-démocrate et les milices d'extrême droite. Puis nous retrouvons nos Freikorps qui se sont donné comme mission de protéger les groupes germanophones présents dans les pays baltes. Sous la pression internationale, l'État allemand leur demande d'arrêter ces opérations très meurtrières, mais du bout des lèvres, les laissant mener des raids contre les positions des Slaves et des communistes. Ce n'est qu'en rentrant en Allemagne que le gouvernement s'inquiète des pratiques et des idéologies qui se sont développées dans ces corps francs, qui désormais appuient des tentatives de coups d'État monarchistes, comme celui du roi de Bavière, ou des coups d'État militaires, comme ceux de Kapp et Ludendorff, ou des tentatives de coups d'État d'agitateurs militaires, ou d'agitateurs d'extrême droite, comme Hitler, ou des agitateurs d'extrême droite sensibles aux thèses mussoliniennes, comme Hitler. L'organisation Consul réussit même à assassiner Walter Rathenau, ministre des Affaires étrangères, en 1922. La violence envahit le champ politique, devient une norme de comportement, et tout compte fait, une façon de régler les différends, et finalement une façon de régler ces différends au sein de la société. Aux côtés du pullulement de partis nationalistes, les partis de gouvernement manipulent les thèses nationalistes avec danger. Elles jouent avec le feu et jouent un double jeu avec la France. Suite à l'échec de son coup de force en 1923, Hitler est condamné à 5 ans de prison. Il y rédige Mein Kampf et réfléchit à la construction d'un véritable parti capable d'utiliser la démocratie et ses faiblesses pour accéder au pouvoir. L'adversaire, l'opposant politique, est considéré comme un ennemi à éliminer, un traître qui a vendu l'Allemagne en installant une démocratie et en signant le traité de Versailles. On voit que ces partis on voit que le NSDAP, National Socialist Deutsche Arbeiterpartei, le nom est lui-même, voyez, une synthèse entre les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, faisant référence au travail, Arbeit, au socialisme, mais aussi au nationalisme et à l'identité allemande, On voit donc que ce parti, à cheval sur une identité d'extrême gauche et d'extrême droite, référence au travail et au socialisme d'une part, référence à l'identité nationale allemande, dans une vision tribale et antisémite, ne considère pas ses adversaires comme des adversaires, mais comme des ennemis, et considère la démocratie comme un moyen d'accéder légalement au pouvoir. Goebbels, qui en plaçant les premiers députés du parti nazi Goebbels, commentant l'arrivée des premiers députés nazis au Bundestag, dira « Nous entrons au Bundestag comme des loups entrent dans la bergerie ». C'est pour décrire cette situation politique inédite, extrêmement violente et instable, que l'historien George Moos composa le terme de brutalisation.